Mais il y a quelqu'un, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui menaçait que le procès n'aura jamais lieu tant que le président Yahiboudi sera au pouvoir. Quel intérêt a-t-il? Je ne suis pas sûr de Non, comprendre je vous les donne, intérêts de la je vous personne, donne des comme moi la personne. Je vous Oui. donne des éléments. Je n'appelle le nom de personne. Non, mais il faudrait personne là où elle se trouve, c'est. Mais il faudrait que les téléspectateurs puissent deviner de qui il s'agit. L'assassin peut être dans n'importe lequel de ces deux camps. Ce n'est pas la peine de braquer les yeux sur un seul camp. Il faut laisser la justice travailler. D'abord, la famille d'Aïvo a refusé, s'est opposée à l'autopsie. Oui, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Ensuite, quand c'est fait, la famille a contesté. Les syndicats ont contesté. On a 9 ans après aujourd'hui. Oui. C'est une contre-expertise. Oui, qui révèle a confirmé la même les chose. Résultats. Oui. La question est de savoir qui avait manipulé la famille et les syndicats. Ah, ça, bien malin qui pourrait répondre. J'ai dit de poser une question. C'est juste des pistes de réflexion. Bien malin qui pourrait répondre. C'est juste des pistes de réflexion. Mais je reviens à ma question de départ à laquelle vous n'avez pas encore répondu. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler du Bénin. En recevant sur ce plateau un acteur politique de premier plan et le président du JSR et porte-parole du cadre de concertation de l'opposition, M. Antoine Guédou, vice-tombé, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Botton, et salut aux téléspectateurs qui nous écoutent. Comment va le Bénin aujourd'hui? Personne ne respire, ni les paysans, ni les intellectuels, qu'ils soient dans le camp de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Pourquoi je dis que personne ne respire? Il y a une succession d'événements ce dernier temps. De quel événement parlez-vous? Des paysans qui tombent sous des coups de balle, simplement parce qu'ils veulent avoir la liberté de stocker leur production ou parce qu'ils veulent amener leur production de leur champ à leur magasin. Des gens qui sont même proches du chef de l'État, qui se sentent si serrés, qu'ils ont trouvé nécessaire de le faire tomber, de le renverser. Étant donné qu'on est à la veille d'une élection présidentielle, est-ce que c'est l'ambiance préélectorale qui indique cette ambiance dont vous parlez? Ça n'a rien à voir. Mais quand le président de la République pense que c'est lui qui doit désigner le candidat du président et des partis politiques, vous voyez un peu ce que ça donne. Nous, qui aspirons de présenter des candidats, nous le ressentons amèrement. Les gens ne veulent pas être candidats. Les gens ne veulent pas être candidats, mais pourquoi justement? On trouvera toujours quelque chose à vous coller pour vous faire redressement fiscal. On trouvera quelque chose pour vous faire exiler. On trouvera quelque chose pour vous jeter en prison. Vous avez suivi l'histoire de Madougou Rikiat. Vous avez suivi l'histoire de Joël Aïvo. Mais comment en est-on arrivé là, justement? Seul le président Patrice Talon peut vous expliquer comment il est arrivé à ramener le pays à la situation d'avant la conférence nationale. Ça fait longtemps que nous n'avons plus entendu parler de coup d'État dans ce pays. Très longtemps. Depuis la conférence nationale, c'est fini ça. Lentement, mais sûrement, on évolue quand même vers les échéances électorales. Mais il y a encore là un petit couac à propos du code électoral qui serait très controversé. Quels sont les points qu'on reproche à ce code électoral? D'abord, il faut vous faire une brève historique. Le code a été voté sous menace. Sous menace, on peut nuancer. Pas sous menace. Je dis sous menace des députés de la mouvance présidentielle. Ensuite, lorsqu'on a fini de voter le code, ça a été envoyé clandestinement au président de la République pour une demande de promulgation. Il y a une procédure quand même pour la promulgation des textes de voter. Les députés aient copie pour s'assurer que les amendements ont été intégrés. Ont-ils eu copie? Ils n'ont pas eu copie. Ont-ils revendiqué? Mais il faut un temps pour revendiquer. Au moment où c'est envoyé au président de la République, personne ne savait que ça va être envoyé en ce moment-là. C'est au cours d'une audience à la Cour constitutionnelle que tout le monde a su que le dossier est déjà au niveau du président de la République parce qu'il a déjà demandé un avis de conformité. Mais qu'est-ce qui a été fait par les partis d'opposition à partir du moment où ils ont découvert ce poteau rouge, justement? Devant la Cour constitutionnelle, je vous ai dit, normalement, il n'appartient pas aux partis d'opposition de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Il appartient à la Cour constitutionnelle de surseoir à statuer. Parce que l'avis qu'on lui demande est adossé à un faux document, à du faux. La Cour doit se dire, en ce moment-là,
qui avait une question préjudicielle. Mais la Cour ne s'est pas empêchée de donner un avis de conformité à tous ces points, à tous les points de la loi, selon ces termes. Alors, parlant du code en lui-même, oui, quels sont les points qui clochent aujourd'hui? Vous savez, déjà au vote, les députés de l'opposition ont voulu qu'on mette un amendement et qu'on inscrive 2 points. Le premier, c'est ce que la CEDEAO a recommandé, qui est que tous les partis doivent être là pour le vote, pour les opérations de vote. Dans le bureau de vote, il faudrait que tous les partis soient représentés, c'est ça? Il faudrait que tous les partis aient la possibilité de surveiller le vote. Quand vous prenez les articles 92 et 93 de ce code-là, les fiches de compilation ont été prévues en nombre limité. Et les destinataires sont connus. Y compris les représentants des partis politiques? Non. Il reste qu'un seul pour tous les représentants des partis politiques. On va donner à qui? Ça s'est déjà passé en 2023. Et ça leur a permis de mettre en place l'Assemblée qui est là, qui ne reflète pas la réalité du vote. Mais ôtez-moi d'un doute. Quand le cas s'est produit lors des dernières élections législatives, comment est-ce que ça a été tranché? Les feuilles de dépouillement, la dernière qui restait, elle a été donnée à qui? Elle a été donnée à la mouvance présidentielle. Et ce n'est pas là le problème. Quand il y a eu des fraudes et qu'on est allé à la Cour constitutionnelle, les constats d'ici, toutes les preuves ont été refusées par la Cour constitutionnelle. La Cour a dit, la loi veut que vous me donniez les fiches de compilation par arrondissement pour trancher. Si vous n'avez pas cette fiche-là, moi je rejette vos recours. Et vous devez les avoir. On a dit à la Cour d'inviter la Sénat pour comprendre si on a donné. Le président de la Sénat est venu, a reconnu qu'il n'a pas donné. Et la Cour nous a dit, après le départ du président de la Sénat, débrouillez-vous. La Sénat, c'est quelque chose, moi, c'est autre chose. La Sénat est une chose, donc moi, c'est autre chose. C'est là où on en est maintenant. Débrouillez-vous pour avoir vos fiches de compilation. On est devant cette situation-là. Vous vous êtes mis ensemble, vous les partis d'opposition, vous faites des réflexions. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire par rapport à cette situation? Le président de la République refuse de faire relire le code. Allez-y voir ce que ça cache. Donc, vous voulez dire qu'on est dans l'impasse aujourd'hui? On n'est pas dans l'impasse, puisque ceux qui veulent tricher avancent. Ce n'est pas encore l'impasse. Nous avons dit, si vous ne relisez pas le code, c'est vous qui aurez troublé l'ordre public, parce que dans les bureaux de vote, si l'opposition n'a pas sa fiche, la mouvance ne l'aura pas. S'il reste une seule fiche, c'est à l'opposition qu'il faut donner ça, puisque c'est la mouvance qui organise l'élection. Donc, c'est un bras de fer qui est en train de naître. Qui ira à terme si on ne relit pas le code. Vous êtes optimiste de cela? Nous n'allons pas permettre. Je sais que le président de la République, il a la facilité de déployer la police républicaine et même les militaires pour tuer les populations lorsque des situations d'urgence se posent. Il a son espoir sur la gâchette facile de la police républicaine et même des militaires. Ce n'est pas un peu trop dit qu'il a la gâchette facile? On a vu. Un peu nuancé. Écoutez, on a vu lors des élections de 2019 déjà, on a vu. Ensuite, de 2021, on a vu. C'est pour vous dire concrètement que c'est fort de ces armes-là que le président de la République fait ce qu'il fait là. Donc, vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui fera que les élections à venir ne seront pas libres et transparentes. C'est cela? À la limite, oui. Je peux dire 2 choses, pas quelque chose. La première hypothèse, c'est que les élections ne seront pas libres et transparentes parce que le président de la République veut aboutir à un parlement monocolore. Possède d'intention. Possède d'intention quand même. Pour avoir la main libre. Non, les faits sont là. Quand vous mettez dans un code que pour avoir un siège, pour participer à l'attribution des sièges, au partage des sièges, il faut avoir 20% par circonscription électorale. Oui. Alors que vous savez que depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, y compris les élections que vous avez organisées vous-même, aucun parti n'a pu avoir les 10% sur le plan national. Et vous dites ça, quand vous faites la moyenne de 20% par circonscription électorale, ça fait 20%. Mais ça, c'était avant la réforme du système partisan. Avec la réforme. Pas du tout. C'est la réforme du système partisan qui a amené ça. Donc, les partis se sont mis ensemble et devraient, dans l'absolu, être plus forts. Mais ils l'ont fait. L'ancien système
ne mettait pas un plafond, n'exigeait pas un minimum, un plancher. C'est le système actuel, le système partisan qui a exigé ça. Mais à l'application, personne n'a eu ça. Personne n'a eu 10% au plan national. Comment, dans ces conditions-là, vous pouvez demander aux gens d'avoir 20% par circonscription électorale, fois 2? Parce que si c'est ça, votre façon de faire, quand on fait la moyenne sur les 24 circonscriptions, ça fait 20% au plan national. Ce qui est déjà contraire à la Constitution, que la Cour constitutionnelle ne devrait pas promulguer. Donc, vous voulez dire que le code électoral ne devrait pas déclarer conforme, je vous l'ai dit. Exactement. Le code électoral aujourd'hui vous dit clairement qu'il n'est pas inclusif. Il est exclusif, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'à l'arrivée, il y a certaines qui sont laissées sur le carreau. Mais autre aspect, c'est la réforme du système partisan. Quelle appréciation faites-vous d'abord de cette réforme-là? Elle a échoué. Je vais vous dire pourquoi. On a à peine 3 candidats. Et comme si cela ne suffisait pas, ils veulent aujourd'hui 2 candidats, éliminer le candidat de l'opposition pour qu'il ne reste que les 2 candidats de la mouvance. Qu'est-ce qui peut justifier que lorsqu'on a dit qu'il faut 28 députés, il faut 16 députés pour parrainer? Qu'est-ce qui peut justifier 16 députés ou 28 députés? 16 députés, c'était ça. Mais brutalement, on amène à 28 députés à un moment où l'opposition n'a que 28 députés. L'opposition n'est pas exclue dans le cas d'espèce. Ça cache une intention de tricher. Ça cache un espoir d'empêcher au moins un député de parrainer pour que l'opposition n'ait pas de candidat. À quelle fin? À qui ça profite? Surtout pour quelqu'un qui dit « je m'en vais, je cherche un parti ». Vous savez, je m'en vais chez la face. Ce n'est pas la réalité. Vous avez encore des doutes aujourd'hui avec toutes les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État? Le président Patrice Talon, depuis son arrivée, nous a toujours habitués à ses engagements non respectés. Et avant qu'aujourd'hui, il ait ce désespoir-là qui ne reviendra plus, ça n'a pas été facile. En commençant par la négociation avec le président Bouliaï qui a échoué, en commençant par la tentative de révision. Quelle négociation avec le président Bouliaï? Il a demandé au président si on ne peut pas modifier la Constitution pour amener l'âge supérieur, le plafond, à 75 ans. Ça, c'est une révélation que vous faites là. Pour lui permettre d'être aussi candidat. Mais l'autre a dit qu'il n'est pas intéressé. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Écoutez, le président Yahibouni est encore vivant. Le président Talon est encore vivant. Et qu'est-ce qui se cachait derrière cette proposition-là? Non, il sait qu'une fois qu'il aura accepté la révision de la Constitution dans ces conditions-là, parce qu'on lui fait miroiter ça, il va sauter tous les verrous dont il prétend aujourd'hui être l'initiateur. Il sait, il suffit que l'autorisation de modifier soit enclenchée et puis c'est terminé, tout est en l'air. Dès qu'on fait la révision de la Constitution, tout ça la saute. Ah non, pas systématiquement. Les populations doivent dire merci au Parti des démocrates et merci à tous les partis d'opposition qui ont pensé qu'il ne fallait pas faire la politique de la chaise vide en 2023. Sinon, parce que s'il n'y avait pas cette minorité de blocage, c'était parti. Pour être révisé, le président de ce parti a couvé ses députés comme la poule qui couvre ses poussins. Monsieur le vice-président, on va parcourir quelques faits d'actualité rapidement pour les dernières minutes de cette émission. Le procès Hubert Daïvo a commencé depuis quelques semaines. Ce cas du ministère des Finances qui a disparu depuis 2010. Est-ce que vous êtes optimiste que cette fois-ci, on connaîtra la vérité? Les accusés ont cité des gens très proches de l'ancien président de la République. Il faut penser à 2 choses. La première chose, on peut penser a priori que l'ancien président de la République en est pour quelque chose. Mais il n'est pas exclu que le président Patrice Talon aussi soit pour quelque chose. Parce qu'il avait une influence certaine dans ce milieu-là. Savez-vous que le premier gouvernement de Yahibouni, c'est sous la roulette du président Patrice Talon? Oui, mais s'il a été à l'origine du premier gouvernement, ne peut pas dire qu'il est à l'origine du premier gouvernement. Oui. Il est à l'origine de beaucoup de cadres, même très proches du président de la République, qui peut influencer facilement. J'ai dit ce n'est pas exclu. Je n'ai pas dit que c'est lui. D'accord. Je préfère la nuance là. Et sur cette base-là, vous devez vous interroger. Le président Yahi, quand ça s'est passé, il a diligenté les enquêtes nécessaires. Il a fait l'autopsie qui a confirmé que celui qui est là, c'est Daïvo. C'est Daïvo, oui, oui. C'est un Allemand et une Française. Ce qui a été confirmé récemment, oui. L'avocat de la famille a manipulé, l'avocat de la famille, qui est très proche du président Patrice Talon,
à manipuler jusqu'à ce que le Français, la Française précisément, soit obligé d'abandonner. Mais l'Allemand est allé jusqu'au bout et a confirmé. Vous dites, c'est Danivot. Le plus dur, c'est qui a tué Danivot. C'est ça qu'on veut connaître. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. Si vous ne faites pas une analyse, vous ne pouvez pas savoir. Oui. Depuis ce temps-là, le procès a été bloqué. D'abord, il faut dire que pour que la famille se prête à l'analyse, ça n'a pas été facile. Ça a été finalement Parce fait. que la famille n'était pas en confiance en quelque sorte. Mais il y a quelqu'un, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui menaçait que le procès n'aura jamais lieu tant que le président Yahi Boni sera au pouvoir. Quel intérêt a-t-il? Je ne suis pas sûr de Et comprendre non, je vous les donne- intérêts de la je vous personne, donne des comme moi la éléments. personne. Je oui. vous donne des éléments. Je n'appelle le nom de personne. Non, mais il faudrait Personne que... là où elle se trouve, c'est. Mais il Je- faudrait que les téléspectateurs puissent pour vous deviner dire que de qui il s'agit. l'assassin peut être dans n'importe lequel de ces deux camps. Ce n'est pas la peine de braquer les yeux sur un seul camp. Il faut laisser la justice travailler. D'abord, la famille d'Aïvo a refusé, s'est opposée à l'autopsie. Oui, ça vous l'avez dit Ensuite, tout à quand l'heure. c'est fait, la famille a contesté. Les syndicats ont contesté. Et on a 9 dépassé... ans après aujourd'hui, Oui. c'est une L'autopsie, contre-expertise oui, qui qui a révèle confirmé la même les mêmes chose. résultats. Oui. La question est de Attendez. savoir Oui. qui avait manipulé la famille et les syndicats. Ah, ça, bien malin qui pourrait y Et J'ai répondre. dit de poser une question. C'est juste des pistes de réflexion. Bien malin qui pourrait y répondre. C'est juste des pistes de Mais je réflexion. reviens à ma Je question de vous départ à donne une laquelle vous autre n'avez pas piste, encore s'il répondu. vous plaît. Entre la déclaration d'un assassin dont l'enquête de moralité ne lui est pas du tout favorable et la déclaration des agents assermentés, des commissaires de police, des colonels, qu'est-ce qu'il faut prendre? Je reviens. Et la question Monsieur Bismuth, fondamentale, Oui. c'est qu'aujourd'hui, l'assassin est connu. Ah non. L'assassin est connu, il peut avoir un revirement, mais l'assassin est connu. Ah non. Quelqu'un a dit au départ, lors des enquêtes préliminaires, c'est moi qui l'ai assassiné. Et- Il a amené les gens Allez, là où Enterrer il un a cadavre. enterré. mais ce même Qu'il se individu trouve- est revenu sur cette Attendez, s'il décision. vous plaît. Il a montré là où il a enterré la personne. Oui. On doutait au départ, mais on est sûr maintenant que c'est la personne. Mais il s'est rétracté après. Cela veut, il s'est retracté, mais Oui. c'est là où je voulais en venir, poser-vous une question. J'ai déjà parlé de cette déclaration par rapport aux déclarations des agents assermentés. Vous La comprenez deuxième pourquoi il s'est question. rétracté? Oui. La deuxième question que vous devez vous poser, il s'est retraité. Comment le cadavre s'est retrouvé dans sa cour arrière? Il a expliqué. La justice va nous aider à comprendre C'est ça. ça ce que je dis. Oui. Et je laisse la justice faire son travail. Très bien. Un autre fait non moins important, c'est le procès de Steve Amoussou, qui se poursuit aussi. Lui, il a été accusé d'être l'activiste frère Mouvi, qui produisait régulièrement des pamphlets contre le président Patrice Talon. L'individu nie les faits. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Je vais joindre ce dossier à un autre dossier. Lequel? Le dossier coup d'État. Pour dire que, à l'étape actuelle, et la manière dont la criette se comporte, moi, ça me déplaît. Que nous reprochez? Parce qu'il y a des comportements qui sont anti-droit. Lesquels, par exemple? Quand vous prenez le dossier Steve Amoussou, celui qui est allé kidnapper sur notre territoire est autant coupable que le coupable retenu dans les liens de la prison aujourd'hui. Du coup, il y a eu le procès. Quand vous revenez faire un aveu que vous avez kidnappé quelqu'un, même pas sur le territoire national, à l'extérieur, ça suffit pour vous priver de votre liberté en attendant la clarification. Ça n'a pas été fait. Ils sont Et revenus, vous avez suivi, ils sont venus au tribunal libre. vous avez suivi Steve Amoussou. Il a dit, on ne peut pas s'intéresser à moi sans s'intéresser à comment je suis venu ici. C'est clair ça. Ceux-là, c'est criminel, j'allais dire. On ne leur a rien dit. Il a fallu, en fait, les gens pensaient que le dossier passerait inaperçu. Il a fallu la réaction du gouvernement togolais pour qu'on voit clair, pour qu'on sache que ceux-là sont du MMA, pour qu'on sache qu'il y a des très proches du président Talon dans l'opération. Répondez C'est maintenant à dommage. ma question. Est-ce que vous êtes optimiste que ce procès-là ira à son terme et correct? Je vous ai dit, et je vous le répète, je dis ce dossier, j'ajoute ça au dossier Boukor, où on ne nous a pas permis d'entendre la défense de Boukor. On ne nous a pas permis de voir une cour régulière juger le dossier. Dès lors que s'il y a ces fautes-là, c'est que tout tombe. Tout tombe, en tout cas pour moi, pour les notions primaires de droit que j'ai reçues, tout tombe. Donc, c'est Et une ça ne me critique à laisse l'endroit aucune de la criminalité. crédibilité. Donc, je m'empêche
de vous dire que ce qu'on va dire là, c'est une certitude. Je vois simplement que dès le départ, il y a mal donne. Et sur ça, là, je ne peux pas avoir confiance. Au point de vous dire, je suis sûr que... Non. Si vous attendez ça de moi, vous ne l'aurez pas avant la fin de l'émission. Parlons un peu de vous, de votre parti politique, le JSR. D'abord, pour lever un petit doigt, est-ce que vous avez fini de régler vos démêlés avec la Commission électorale nationale autonome? Vous savez, j'avais dit abondamment que le rapport de la Commission électorale était faux. Et à plusieurs points de vue. Et c'est vrai que Pour la nouvelle de nos téléspectateurs, c'est qu'on vous reprochait de n'avoir pas un siège national, c'est ça? C'était ça? Nous avons un siège national. Et la Sénat s'en est aperçue parce qu'elle a été obligée de faire une deuxième mission. Elle a constaté que nous avons un siège qui n'est pas du tout caché. Et je leur ai dit que le jour où ils sont venus, comment avez-vous pu ne pas voir cet enseigne-là? Je leur ai dit. De bonne foi. De toute façon, c'est compris. Et j'ai remercié la Sénat, le président de la Sénat, pour avoir diligenté le second passage qui a permis d'aplaner les difficultés. On n'était pas sans faute, mais ce n'est pas une faute consciente. Parce que les raisons pour lesquelles on doit avoir des sièges dans les départements, dans tous les départements, la loi même l'a dit. La loi a dit la punition à laquelle vous allez vous attendre. C'est-à-dire, vous n'aurez pas le financement public si vous n'aurez pas les sièges. Étant donné que nous, on n'a pas de financement public, parce que c'est un truc très coûteux. Pour avoir un siège dans un département, au minimum, c'est 50 000 par mois. Ça fait 7 200 000 pour tous les sièges, les 12. Et vous avez maintenant multiplié par 12 mois. Oui, c'est difficile pour nous. Alors, le parti aborde... Mais aujourd'hui, nous nous débrouillons pour régulariser. Et aujourd'hui, il ne nous reste que quelques sièges. Quelques sièges. Nous Est-ce que vous préparez correctement les procès de séances à venir? Faites-nous confiance. Mais je me pose des questions. Je veux bien vous faire confiance. De nous faire confiance. Je veux bien vous faire confiance, mais j'ai une petite gêne parce que quand on voit les gens qui peuvent quand même aller à ces élections-là, j'ai comme l'impression qu'il y a des conditions que vous ne remplissez pas. Lesquelles? Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un candidat à l'élection présidentielle. Mais est-ce que je vous ai dit ici là, que nous voulons aller à l'élection présidentielle? Mais attends, quelle est l'ambition finale d'un parti politique? Il y a 3 élections. Oui. Vous savez, donc vous-même vous excluez d'office. Oui. En réalité, l'exécutif seul qui gère le pouvoir dans un pays. Bien entendu. Les pouvoirs sont partagés. Bien entendu. Entre le législatif et l'exécutif. Donc vous vous préparez pour les autres élections, pas présidentielles? Non, pas présidentielles. Parce que nous sommes des républicains, nous. Nous n'allons pas dire que nous avons un candidat au présidentiel alors que nous n'avons pas les parrainages qu'imposent notre ordonnancement juridique actuel. On ne peut pas le dire. Mais rien ne nous empêche d'aller au législatif et d'aller au communal. Alors, le cas de concertation que vous dirigez, dont je porte la parole. Dont vous portez la parole, justement. Est-ce que ce cas de concertation peut influencer vraiment les choses? Quand vous évaluez tout ce que vous avez fait jusque-là et la manière dont le dialogue de sourds que vous entretenez avec l'exécutif aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste que vous allez pouvoir changer quelque chose? Nous ne sommes pas sourds, hein. C'est l'exécutif qui est sourd. De toute façon, entre les deux, il y a quelqu'un qui n'entend pas l'autre. Chacun est dans son couloir. Nous autres, en tant que parti d'opposition, la loi sur les partis d'opposition nous autorise à parler de ce qui ne va pas, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. C'est le président Patrice Talon qui a promulgué cette loi. Nous y conformons. Nous y conformons. Nous faisons notre travail légalement. Si lui, il ne veut pas faire le sien, nous prendrons le peuple à témoin pour savoir qui trouve l'ordre public. Le moment venu. Vous comprenez bien. Comment prenez-vous le peuple à témoin? Mais nous en parlons. Après, je suis devant vous aujourd'hui et j'en parle. Et vous le dites même librement. La preuve qu'il y a une certaine liberté de parole dans ce pays quand même. Non, ce que je voudrais vous dire, vous n'avez pas de liberté de parole. Oui. Il n'y a pas que ça. Il y a la liberté de presse. Ça coûte aussi. Il y a la liberté d'aller et revenir. Vous voyez, quand vous parlez de liberté de presse, de parole, ça fait seulement le tiers dans ce que vous avez cité là. Et la liberté de parole est comment? Vous savez comment diront-ils en France aujourd'hui, en exil? Il y a beaucoup d'autres comme ça. Il y a des gens qui ont reçu un redressement fiscal juste parce qu'ils n'ont pas été d'accord avec le régime. Et vous êtes parti d'opposition aujourd'hui. Si quelqu'un vous subventionne, quelqu'un vous soutient, vous donne son sponsoring,
Si le régime est au courant, soyez sûr qu'il aura un redressement fiscal. Il y a pas Ça autant de fait partie des liberté. procès que l'on fait au régime encore ou à Nous, en tant que parti d'opposition, il y a une loi, il y a un cadre légal qui nous protège. Ça ne veut pas dire que à l'exercice, c'est total. Mais nous essayons de faire ce que nous pouvons. Monsieur Vice-Dogue, ce sera votre dernier mot dans cette émission. Alors, on va se dire au revoir. Je vous donne le soin de dire le dernier mot en vous adressant à ces Béninois qui vous écoutent par rapport aux échéances qui arrivent. Est-ce qu'ils ont le droit d'espérer ou le droit de se dire ça risque de mal se passer? Je demande à tout le peuple béninois d'avoir confiance en l'avenir, de se débarrasser de la peur. Il y aura rien. Ça va bien se passer. Le président Patrice Talon, parfois je le comprends. Parce que quand vous êtes un président sortant, vous avez trop de pression de ceux-là qui sont dans une position qu'ils ne veulent pas perdre. C'est pas facile. Je le comprends. Mais je suis persuadé qu'il trouvera les ressources en lui-même pour transcender tout ça. À preuve, il a pris un peu contact avec les anciens présidents. Ce n'était pas évident. Cela veut dire que lui-même, excusez-moi, il n'est pas bête, il réfléchit. Et que ceux-là qui pensent qu'ils vont jamais perdre leur position, ils se trompent. Vous savez, il y a un ouvrage que j'ai aimé dans la vie. Et lequel? Le Cid de Corneille, qui allie courage et amour. Le président Patrice Talon, c'est mon frère, mais je dois avoir le courage. Parce que aujourd'hui, quand je vois l'ampleur du désastre dans le pays, je me rappelle d'une seule phrase par rapport à la conférence nationale. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Merci beaucoup, Antoine Guédou, Vice-Dogue. C'était un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du parti JSR et porte-parole du cadre de concertation de l'opposition. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour notre numéro.